Quand un événement est suivi en fait par des milliards de personnes frappe à la porte, est-ce qu'on doit dire oui à tout prix? Avec Ray Lalonde, Victor Enriquez, Déborah Cherenfant et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. La Coupe du monde de la FIFA, c'est l'événement sportif le plus regardé à travers le monde. Lors de la dernière édition en 2022, ce sont 5 milliards de téléspectateurs qui ont suivi les matchs, des gens comme Victor Enriquez. Ce tournoi qui se déroule à tous les 4 ans, en fait, regroupe les 48 meilleures nations de soccer au monde. Sa 23e édition va débuter jeudi prochain et pour une première fois dans l'histoire, la compétition va se dérouler dans 3 pays différents, le Mexique, les États-Unis et le Canada. So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress. 13, c'est le nombre de matchs de la Coupe du monde qui se joueront en sol canadien ce mois-ci. La FIFA a retenu les candidatures de Toronto et de Vancouver pour y accueillir son cirque. C'est très excitant. Je suis très excitant. C'est évident, oui. L'organisation de cet événement va coûter plus d'1 milliard de dollars aux contribuables canadiens. Ottawa estime toutefois en milliards, avec un S, les retombées économiques qui seront générées par la tenue de ces matchs qui viennent avec leur lot d'exigences à respecter pour les villes hôtesses. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Des exigences auxquelles le gouvernement du Québec n'était pas prêt à se plier pour que des matchs soient disputés à Montréal. Nos collègues de l'émission Enquête à Radio-Canada révélaient en mars dernier la liste de la FIFA envoyée au ministère du Tourisme. Que me demandait la FIFA, c'était hors de question. Ils étaient, à mon avis, beaucoup trop gourmands. La Fédération exigeait notamment que le stade olympique, le parc Jean-Drapeau et le site du Vieux-Montréal soient réservés pour le tournoi pendant plusieurs mois. La métropole n'aurait également pas pu accueillir d'autres événements comme le Grand Prix de Formule 1, le Festival de jazz et les Franco durant la période réservée. De l'extérieur, j'ai l'impression que la gourmandise de la FIFA faisait l'affaire du gouvernement parce que ça nous donnait une raison de dire non plus tôt dans le processus. À mon sens, trop tôt dans le processus. Montréal a finalement renoncé à se porter candidate en juillet 2021 en raison du retrait de l'appui de Québec dans le dossier. Ce que ça me dit, c'est qu'on n'a pas essayé fort de négocier parce que sinon, on s'en serait fait une fierté d'avoir essayé et on aurait fait porter le fardeau de l'avortement de ces négociations-là à la FIFA elle-même. Notre question ce soir, Montréal aurait-elle dû accueillir des matchs de la FIFA? Premier tour de table, Ray, qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Il n'y a aucune réserve là-dessus vis-à-vis l'importance pour une ville et un pays de se manifester comme ville majeure. Puis on a raté l'occasion à cause de l'incertitude au niveau du coût, qui est toujours sous-estimé au départ, puis double ou triple ou quadruple par la suite. Mais pendant ce temps-là, on va regarder ça à la télé, en direct de Toronto et Vancouver. On a l'impression qu'on manque le bateau, en quelque sorte. Victor? Au-delà du deuil sentimental que j'ai à vivre depuis 2021, moi j'étais prêt pour la Coupe du monde depuis bien longtemps, je pense qu'on a manqué l'occasion de présenter Montréal comme la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. Ce n'est pas normal que lors de cette Coupe du monde, qui est la première organisée sur tout le continent nord-américain, la plus grande ville francophone soit complètement absente. Déborah? Je vais rester cohérente par rapport à ma position dans un débat qu'on a eu il y a quelques semaines de ça par rapport aux Jeux olympiques. Moi, je pense que Montréal n'était pas prêt. Donc, je comprends la décision qui a été prise en 2021 de ne pas donner suite aux exigences ou à la gourmandise de la FIFA. Et tout simplement par rapport au coût que ça représente, à l'état de nos infrastructures, aux priorités. Et oui, par rapport aux exigences de la FIFA, je ne vois pas pourquoi on devrait se plier à ça, sachant qu'on a d'autres choses à régler. François? Totalement contre. On est en 2026, on est en train de réparer le stade. On a eu honte en 1976 avec le stade à moitié fini pour les Olympiques. On n'est pas équipé. Même en 2018, qu'on aurait lancé les chantiers, le stade n'aurait pas été prêt. Il aurait fallu laisser tomber la Formule 1 pour des matchs. Bien, c'était les exigences de la F1, de la FIFA. Il a fallu négocier. Le festival, toutes les exigences, les hôpitaux qui auraient été réquisitionnés, ça n'a aucun bon sens. Je préfère le regarder à la télévision. On va revenir sur les exigences dans un moment, mais on a le clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs, nos internautes, depuis que la question est en ligne. Alors, 30 des internautes pensent que oui, Montréal aurait dû accueillir des matchs, alors que 70 des gens pensent que non. On efface ça. On va écouter un peu ce que vous avez à dire de part et d'autre. Et quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous allez sur nouveau.info, votez et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Alors,
ces négociations-là, on disait que 2021, à un moment donné, Québec a dit que Montréal a dit qu'elle n'allait pas de l'avant. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y avait des négociations. Pourquoi c'est si important? En fait, pourquoi on a manqué ce bateau-là à ce point-là? Bien, comme Olivier Brett le mentionnait, je trouve que c'est une vision, si tu me permets en anglais, short term. On a tout de suite réalisé 2021, oh boy, ça va être coûteux, notre stade n'est pas prêt, on a besoin d'un nanotechnique, on a besoin d'un toit. Ouais, puis il y a beaucoup de risques parce que dans le passé, effectivement, les budgets ont dépassé. Puis on a eu une histoire très malheureuse en 1976 avec les Jeux olympiques. Fait qu'on passe à côté. Pendant ce temps-là, ça c'était en 2018 à 21. Là. Ouais. On savait déjà que le toit avait besoin d'être modifié, amélioré, changé au stade olympique. On savait qu'on avait besoin d'un nanotechnique. Ces choses-là auraient pu être mises en place plus tôt, avec un peu de vision long terme, puis le courage de savoir que, de toute façon, on la dépense, cet argent-là, très bientôt, y compris l'intérieur du stade olympique, qui a besoin d'être rénové. Puis ça va coûter un autre milliard de plus, assurément. Sachant ça, si on avait décidé plus tôt, puis on avait mis ça de l'avant, on aurait été une ville candidate pour plusieurs matchs. Et là, après, ça aurait été une question de rentabiliser ces matchs-là et de trouver une façon d'emmener le tourisme ici puis d'emmener les revenus nécessaires pour compenser pour le milliard de dollars que le gouvernement mentionne, qui est effectivement un coût juste pour accueillir 13 matchs de la Coupe du Monde. Ça fait cher, là, du match. Là. On estime les dépenses... beaucoup plus, Michel. Ouais, mais parlons des dépenses. 1 milliard de dollars, peut-être plus, là, pour accueillir 13 matchs en ce moment. Il y en a quelques-uns à Toronto, quelques-uns à Vancouver. Juste pour la sécurité, là, le coût estimé de la sécurité pour les 7 matchs à Vancouver, 345 millions, 380 millions à Ottawa, à Toronto, pardon. C'est énorme, là. On avait prévu pas mal moins que ça en 2018. On dépense près de 30 millions pour un Grand Prix qui dure une fin de semaine. On parle d'un événement ici qui dure plus de 6 semaines. On parle d'un rendez-vous mondial qui est l'événement le plus vu sur la planète. En termes de visibilité, il n'y a absolument rien qui égale une Coupe du Monde. Et dans cet événement-là, l'enjeu aussi, c'est qu'on n'a jamais senti l'appétit gouvernemental. À ce moment-là, on parle du Grand Prix, notamment, l'interdiction d'événement était 7 jours avant, 7 jours après, si je ne me trompe pas. Oui, à ce moment-là, ça tombait dans les dates du Grand Prix. Ah bien, tiens, les dates du Grand Prix ont changé de toute façon. Alors, ce genre de... L'enjeu, c'est qu'on a vu le gouvernement, mais elles ont changé à l'extérieur même de cette négociation-là. Donc, à ce moment-là, le Grand Prix se serait fait de toute façon. Là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, à ce moment-là, de toute façon, depuis 2018, on sentait qu'il n'avait aucun appétit de vraiment faire partie de cet événement-là. Il n'y a pas eu d'appétit pour négocier. 2018. Il n'y a pas eu d'appétit dès 2018 pour faire valoir la ville, autant au niveau provincial comme au niveau municipal, où est-ce que là aussi, on a lâché le morceau très rapidement. Et ça, je peux le concevoir très sérieux. Et là, je suis d'accord avec Victor par rapport au fait de manque d'appétit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison de ne pas avoir cet appétit. Est-ce qu'il aurait dû avoir plus d'appétit en 2018? Peut-être qu'ils auraient pu avoir une plus grande vision d'appétit, parce qu'il faut regarder plusieurs choses. Non seulement l'appétit pour faire ses dépenses, il faut repenser aussi au contexte en 2018. On a un nouveau gouvernement qui arrive en place. Donc, se commettre à une telle dépense... Je comprends qu'il y a une, si on veut, une fragilité un peu dans cette ambition-là par rapport au coût que ça représente. Et aussi, je sais que je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, définitivement pas dans le camp de Ray et de Victor, mais il n'y a pas d'appétit nécessairement à Montréal pour le soccer comme sport, nécessairement, et faire en sorte... Et je savais exactement... Donc, non seulement il n'y a pas d'appétit au sein du gouvernement, mais je ne pense pas que le soccer ait énormément de fans au sein de l'appareil gouvernemental pour vendre. Non, mais c'est intéressant, là. On a parlé beaucoup de hockey récemment. Est-ce qu'on peut attirer... Est-ce que le soccer peut attirer autant... Attention à une chose. D'abord, il faut rappeler aussi historiquement ce que Montréal a été par rapport à la FIFA. Rappelons 2015 et l'accueil de la Coupe du monde féminine, où est-ce que justement Montréal a fait preuve d'exemple. C'est un des stades où est-ce qu'il y avait le plus de spectateurs, était le stade de Montréal durant cette Coupe du Monde-là. La Coupe du Monde des moins de 21 ans qui avait été faite au début des années 2000, même chose. Montréal a vibré au cœur de cette Coupe du Monde, où est-ce que je pense qu'il y avait eu 4 ou 5 matchs à Montréal. Alors, Montréal a déjà fait la démonstration auprès de la FIFA que c'est une ville de soccer. Et justement, c'est pour ça que c'est aussi dommage qu'on l'ait fait, parce que c'est comme si on avait abandonné cette place-là, qui avait été préparée depuis plus de 20 ans. Puis il faut le rappeler, Montréal s'est préparé pendant de nombreuses années pour montrer à la FIFA qu'il était une ville de soccer, et il l'a abandonné en un claquement de doigts parce qu'on a eu peur des négociations qui s'en venaient. Ouais, avec raison. La dernière Coupe du Monde a eu lieu où? Quel pays? Au Qatar. Au Qatar? OK, parfait. Nomme-moi 2 villes du Qatar où il y avait les Coupes du Monde. T'es pas capable. C'est les retombées. Non, les retombées, le Canada va... Non, mais t'as peu. Les retombées... On va s'en souvenir que ça a été au Canada, aux États-Unis, pour le Mexique. Mais Montréal, moi, je peux pas dire en France, là, dans toutes les villes où ils ont joué la Coupe du Monde, mais j'ai écouté la Coupe du Monde. Cependant,
Pourquoi qu'on s'en souvient pas? Parce que c'est pas important. C'est qui a joué, qui a gagné. C'est pas on regardait Marseille, on regarde Toulouse, regarde... Donc, ce que tu nous dis, dans le fond, c'est que ça aurait eu, sur le moment, une visibilité là, pour Montréal intéressante, mais... On s'en serait pas souvenu. La visibilité est pour le pays, pas pour la ville. Exactement, pas pour la ville. Là-dessus, il faut faire attention à beaucoup de méconnaissances. Parce que si vous allez, par exemple, à Marseille et vous demandez aux gens de Marseille si la Coupe du Monde, ils l'ont vécu, ils l'ont senti. La quantité. Non, je m'excuse. À Saint-Denis, par exemple, il y a eu la première Coupe du Monde en 98. À Saint-Denis, la première Coupe du Monde des banlieues. Où est-ce que des jeunes de partout dans le monde, des banlieues les plus... Non, excusez-moi. Non, je ne contexte pas ce que j'ai. Et c'est là où vous vous trompez. Montréal est une ville de soccer. Elle l'a démontré à travers son histoire. Montréal n'était pas une ville de soccer. Attention, mais je veux juste revenir sur un élément. Vous parlez du fait que ce sont simplement les pays qui sont reconnus. Oui. Les retombées vont dans les villes et ce, dans toutes les Coupes du Monde. C'est sûr, mais pas pour 1 milliard. Bon, on va parler des retombées au retour. Parce qu'à chaque événement, on nous envoie de grandes retombées. Difficile parfois de les calculer et être vraiment précis sur ces retombées. Est-ce que ça valait le coup? Montréal aurait-elle dû accueillir des matchs? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre. On est de retour au débattant. Je rappelle notre question ce soir. Est-ce que Montréal aurait dû accueillir des matchs de la FIFA? Ça commence la semaine prochaine. Canada, États-Unis, Mexique. Il y aura des matchs du côté de Toronto et de Vancouver, rappelons-le. Allez répondre à la question, commentez, bien sûr. Les retombées économiques, je veux qu'on en parle brièvement, même si on parle de gros montants. Là, on dit que ce sera à peu près $1 milliard de fonds publics là, qui seraient consacrés aux 13 matchs. Ça fait quand même 77 millions de dollars le match. Typique d'un événement. Oui, c'est très cher, puis on le justifie pas avec l'assistance au match dans un stade. Mais on regarde sur l'ampleur des attentes en retombées économiques au pays pendant les 2 mois. Combien on peut avoir? 8 milliards de dollars. Ça, c'est réaliste, le chiffre qu'on voyait à l'écran. On nous dit souvent à chaque événement, la F1, c'est important, le festival, mais des fois, on demande aux gens dans la rue, là, ils se demandent s'ils avoient cet argent-là. C'est vrai que c'est toujours surestimé. Puis c'est vrai aussi que les budgets sont toujours sous-estimés au départ. Pour te dire qu'on aurait eu 150 millions de dollars de budget pour accueillir 3 matchs à Montréal, quand on savait tous que, dans le cas de Toronto, c'est 5 fois plus cher que qu'est-ce qu'ils attendaient. Mais pendant ce temps-là, l'effervescence du soccer et les visiteurs étrangers vont générer beaucoup d'argent pour le Canada. Mais combien de matchs à Toronto, Vancouver? 6 et 7. 6 et 7. 13 au total. 13 au total. Donc, Montréal aurait eu peut-être 4-5. 4 matchs. On serait séparé ça en 3 villes ou la FIFA aurait choisi 2 des 3 villes? Je pense qu'il aurait séparé en 3 villes. 4 matchs, on ne peut pas accueillir plus que 50 000 personnes. Donc, c'est 200 000 personnes. Supposons qu'il y en a beaucoup de Québécois puis des gens près de Montréal qui habitent déjà Montréal, qui vont aller le voir. Il nous reste combien, à un moment donné, de 10-15 000 personnes qui vont venir de l'extérieur? C'est ça, les retombées ne sont pas vraies. Pour le match, et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas le cas. Il y avait récemment un reportage d'un groupe de Britanniques. Il y avait un groupe de Britanniques qui s'en allait à Vancouver. Ils avaient prévu leur voyage, mais ils n'allaient pas au match. Ils n'avaient pas de billets pour le match, mais ils voulaient vivre la Coupe du Monde. Ils suivent leur équipe par... Oui, mais on parle de l'ambiance. Juste le fait, par exemple, d'accueillir une équipe comme Canbaz. On sait que ça a des retombées déjà directes. D'ailleurs, Montréal a aussi laissé passer cette opportunité-là. Et c'est là où est-ce qu'on peut en vouloir à la D'avoir, par exemple, l'équipe française installée ici. L'équipe haïtienne, l'équipe irlandaise, l'équipe en préparation, l'équipe du Maroc, par exemple, en préparation. Ça coûtait 600 000 $ de sécurité. On a craché là-dessus aussi. Donc, il y a une incompréhension, justement, de la retombée. Et on veut nous dire que Montréal est une grande ville. Montréal n'est pas une grande ville lorsqu'elle agit comme ça. Est-ce que Montréal a marché pour ça? Mais là, on est d'accord là-dessus par rapport à cette incompréhension, mais aussi qui rejoint, je pense, l'argument de manque d'appétit. Est-ce que c'est un manque d'appétit pour les grands événements? Est-ce que c'est un manque de compréhension, de connaissance du sport ou un manque d'appétit pour le soccer en général? C'est pourquoi, oui, même si mon argument n'a pas passé de l'autre camp, mais il faut quand même qu'on prenne conscience de cet élément-là. Donc, les gens qui décident, les décideurs politiques, ne sont pas prêts à aller au bat, j'ai envie de dire, pour ce genre d'événement-là, même si ça représente des dépenses de 600 000 ou de 1 milliard. Tu sais, Michel, il y a un enjeu, parce que là, on parle beaucoup de soccer, mais il faut quand même qu'on se rappelle au niveau de l'histoire du Québec. Regardez, les Nordiques en 94 quittent Québec. Et lorsqu'on regarde après ça, on a construit une aréna et on court encore après une franchise à Québec. Les Expos ont quitté Montréal. Et on a eu le même genre d'effet où est-ce qu'on a vu... Non, mais attendez une seconde. Non, Victor, il va falloir que tu me laisses parler aussi. Mon argument. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'à un moment donné, à
force de cracher sur ces événements sportifs qui donnent des retombées économiques importantes, on est en train de se défaire d'une économie complète, un pan de l'économie qui n'est pas seulement une question de sport, mais qui est une question de business. Mais de toute évidence, Victor, c'est des sports qui ont un lien social, culturel avec le Québec et qui fait en sorte que, justement, le gouvernement, on a vu dans les dépenses qu'ils ont faites par rapport au hockey, pour soutenir le baseball, on n'a pas vu pour le soccer ce genre d'investissement-là. Donc là encore, on est en train de vendre. On n'est pas en train de débattre si la Coupe du Monde va générer une période excitante, une euphorie touristique. C'est pas de ça dont on parle. Mais est-ce qu'on est prêt à faire des dépenses publiques? Non. On laisse un peu les retombées économiques parce que je veux vous entendre sur les contraintes. Parce que moi, personnellement, là, je vais vous dire, comme journaliste, quand j'ai entendu la liste de contraintes, puis dire, hey, OK, on pourrait pas avoir le Grand Prix, les Franco, pas des grands événements comme ça qui sont des traditions ici au Québec et qui arriveraient en compétition contre la FIFA. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Michel, il ne faut pas t'oublier que tu parles de ça, mais attention, ils ont le premier droit sur les hôpitaux. Ils prennent contrôle des hôpitaux quand ils arrivent. C'est eux autres qui décident ce qui va se passer dans les hôpitaux. Les itinérants, moi, je veux savoir les itinérants, il faut les tasser. Toute cette prise de contrôle-là. On n'est pas prêt pour ça. C'est normal? Ben, regardez, d'abord, on s'entend, à ce moment-là, la FIFA a été en mode négociation. Il y a une différence entre ce qu'on essaye ce qu'on demande puis ce qu'on obtient à la fin. C'est là où est-ce que le gouvernement du Québec aussi a erré. Parce que Olivier Brett le disait dans le reportage d'introduction, on s'est retiré très, très rapidement. Le fait aussi, le 7 jours avant... Non, mais le 7 jours avant, 7 jours après aussi, à un moment donné, justement, ce genre d'événement-là est tellement drainant pour les événements, mais tu peux aussi placer dans ton été, justement, étirer cet été-là, en faire un événement unique. La Coupe du Monde au Canada, c'est la seule fois que ça va arriver. Ce qui est unique, c'est des mesures uniques. Si on n'avait pas de stade, puis on n'avait aucune intention d'améliorer le stade actuel, c'est un autre débat. Mais on savait déjà qu'on devait, si on voulait le préserver... Il aurait fallu accélérer tout ça, par exemple. Prendre la décision plus tôt, puis là, les choses seraient facilitées par la suite. Là, on aurait négocié les ententes. Le stade il est en construction depuis 2023. On est en 2026. Non, mais le toit de 2023. On est en 2026, ils vont le finir en 2028. Là, l'intérieur n'est pas fait. Ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Il aurait pu faire ça plus rapidement. Non, Michel, de 2018 à 2026, ils auraient été capables de faire plus rapidement. Je pense qu'ils vont en fond de train en ce moment pour le faire, le toit. Il y a des étapes à suivre. Ils n'ont pas fait l'intérieur. On n'aurait jamais arrivé en temps, de toute façon. Tu parlais des hôpitaux. On pense aux gens qui viendraient ici, les routes, l'itinérance. Pas juste on regarde l'état de Montréal en ce moment. Tout à l'heure, dans le bulletin de nouvelles, tu faisais allusion à notre système d'aqueduc. Oui. Est-ce qu'on aurait pu, à temps, mettre notre ville en ordre et rendre ses capacités assez hautes pour accueillir tout ce monde-là? Si on accueille des gens, la première étape, c'est le centre-ville de Montréal. Ça doit d'être impeccable, d'être beau, d'être une carte postale. C'est pas le cas. La rue Sainte-Catherine est encore ouverte. Donc, à un moment donné, si on veut accueillir les gens, il va falloir se mettre beau. Et on ne l'est pas beau. On n'est pas laid, là. On n'est pas laid. À la fois. La Formule 1, on les accueille, mais là, on accueille quelque chose où il y a des conditions particulières. La F1 ne vient pas nous écœurer sur la rue Sainte-Catherine. Mais et aussi, Victor le rappelait, la F1, c'est sur un week-end. Là, la Coupe du Monde, ce serait sur plusieurs semaines. Donc, oui, est-ce que les gens sont capables de soutenir un débris d'aqueduc ou des nids de poules pendant 3 jours? On se serre le cœur, comme on dit dans certains pays. Mais après, pendant 6 semaines, je pense que là, ce serait trop exagéré parce que c'est pas juste une question d'état des stades. C'est la mobilité, c'est le transport, c'est tout ça en même temps. Commentaire de Charles pour aller à la pause. Il répond à la question non. Lorsque les ressources publiques sont limitées, il me semble légitime de se demander qui bénéficie réellement de l'investissement et qui en assume la facture. C'est le commentaire de Charles. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour. Alors, est-ce que Montréal aurait dû accueillir des matchs de la FIFA? Sylvain nous dit non. Les exigences de la FIFA étaient beaucoup trop gourmandes et on aurait dû payer des millions sans promesses réalistes de retombées économiques. Martin nous dit non. Accueillir la FIFA à Montréal aurait été trop restrictif et nous aurait forcé à déplacer le Grand Prix à des festivals qui font partie également de l'identité de Montréal. On en parlait tout à l'heure. Gilles nous dit oui, le soccer est le sport le plus populaire au monde. Ça aurait été un outil promotionnel formidable pour une ville de l'ampleur de Montréal. Quand on remonte la prise de décision, puis on en discutait pendant la pause, je comprends que ça monte bien avant peut-être 2020 que la prise de décision a été faite. Est-ce que ça a été une décision économique quand on a vu les chiffres, quand on a vu les restrictions, ou une décision politique? C'est une décision politique. En 2017,
à l'époque où M. Coderre était maire, à l'époque où Philippe Couillard était premier ministre, Montréal était sur la liste. En 2018, les gouvernements ont changé et tout d'un coup, on n'était plus sur la liste. La décision est politique parce que Montréal n'était pas une priorité pour le gouvernement provincial actuel et la Ville de Montréal n'avait pas ces ambitions-là. Et il faut se rappeler une chose. À chaque fois qu'on parle de sport professionnel au Québec, on a un débat sur le fait qu'il faut investir ou pas. On n'a pas investi sur notre sport professionnel, on a perdu des grandes équipes et vous savez quoi? Notre système de santé n'est pas mieux et nos routes ne sont pas plus belles. À un moment donné, il faut arrêter de mélanger les débats aussi. Est-ce que c'est tout le retard dans les investissements de l'entretien de nos infrastructures en général au Québec qui nous empêche de rêver à ce genre de projet? Parce qu'on se dit tout le temps, quand c'est le temps d'investir de l'argent, ouais, mais as-tu vu les hôpitaux? As-tu vu les routes? As-tu vu? Non, mais les deux choses peuvent être vraies dans le sens où soit on est trop petit, c'est-à-dire on a trop peu d'argent qui rentre dans nos coffres pour faire ces rénovations-là ou ces mises à jour pour nous-mêmes, soit, effectivement, on n'a pas l'ambition, la capacité de recevoir ces grands événements. On prétend être une grande ville, on l'est à certains égards, mais à un moment donné, pour recevoir ces grands événements sportifs, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on n'a pas la capacité de les accueillir, on n'a pas la capacité de les financer, puis on n'a clairement pas la capacité de les rentabiliser. Donc, à un moment donné, oui, on peut dire l'œuf ou la poule, c'est qu'est-ce qui va nous faire rénover plus rapidement nos infrastructures. On n'est pas capable de les faire pour nous. Ça revient toujours à la même chose, la gestion des fonds publics. C'est quand on gère des fonds publics, on en parle souvent, mais il faut se garder des places, de l'argent aussi pour rénover le stade, attirer des gens. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est même pas capable de réparer nos aqueducs. On demande des taxes supplémentaires. Une taxe d'eau, on veut rajouter des taxes. Donc, c'est sûr qu'il n'en reste plus pour le luxe, là, parce que ça reste du luxe. Ce qui arrête, c'est le fun d'avoir. Ray, rapidement, quelques secondes. Si le stade avait été en état dès autour de 2020, est-ce que tu penses que la décision aurait été différente? Oui, je pense qu'elle aurait été plus facile et plus évidente et le chemin sans obstacle. Mais je regarde le stade, puis je me répète à chaque jour, on va dépenser 2 milliards de dollars au total pour l'extérieur et l'intérieur. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'équipe professionnelle majeure qui va se diriger vers le stade olympique de Montréal, un stade de 50 ans ou plus. Des grands spectacles, peut-être? Peut-être, mais ça ne rentabilise pas le stade. Allons voir rapidement. Ah, on le souhaite, ça, Céline. 30 pour le oui, 70 pour le non. C'était avant le débat. On termine ça comment? 15 seulement pour le oui, alors que 85 des gens nous disent non, que Montréal a bien fait. D'ailleurs, il y a d'autres villes américaines qui ont décidé de reculer. François, choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Bravo. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit, une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Bye-bye.